7h43, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de François Ruffin, député La France Insoumise et de la Somme, et auteur du livre « Il est où le bonheur ?» aux éditions La Ligne qui libère. Oui, absolument, sur l'appel notamment à un front écologique. Enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Pas d'annonce magique, c'est ce que laisse entendre Édouard Philippe avant son intervention ce midi. Un régime universel par points et par répartition. Ce régime par points, est-ce qu'il n'y aurait pas un aspect quand même égalitaire à terme, non ? Non, je ne crois pas du tout. D'abord, la principale inégalité, elle est aujourd'hui entre le capital et le travail. On a un capital des dividendes dont la part a triplé dans le PIB depuis les années 80 et qui aujourd'hui est sous-taxé par rapport au travail. C'est la principale injustice qui serait à résoudre, notamment pour financer les retraites. Enfin, ou financer le travail, le monde du travail. Oui, parce que le travail, c'est surtout ça, non ? Mais pas financer les retraites, non ? Oui, pourquoi pas ? Enfin, disons pour refaire, c'est important. Vous savez, c'est plus d'une centaine de milliards dans ce qu'on peut appeler un hold-up tranquille qui s'est passé dans les poches des salariés. C'est plus d'une centaine de milliards qui ont glissé de la poche chaque année, de la poche du travail vers la poche des actionnaires, en gros. Donc c'est quand même quelque chose qui est considérable. Donc si on veut parler de justice, c'est là, évidemment, de mon point de vue, qu'il faut placer la justice. Oui. Et ce régime par points, alors, vous y êtes farouchement opposé ou pas ? Je reprends simplement ce que disait François Fillon pendant la présidentielle. Oui. Il disait, devant les grands patrons, il faut dire la vérité aux Français. Il faut l'avouer. Quel est l'avantage de la retraite à points ? C'est que tous les ans, on va pouvoir diminuer la retraite, la valeur d'un point. Ça diminuera la retraite. Les Français, ils le sentiront pas. Ça fera pas des grandes réformes avec plein de gens dans la rue. Ça pourra se passer tranquillement. Donc voilà, l'enjeu central, c'est de ce basculement vers la retraite à points, c'est de pouvoir diminuer discrètement, que ça se fasse dans la discrétion, plutôt que ça se fasse avec des grandes réformes discutées au Parlement, à l'Assemblée, avec des manifs dans la rue, des discussions avec la CGT et ainsi de suite. Oui, mais finalement c'est peut-être un système égalitaire, pour qu'il y ait une retraite pour tout le monde à l'avenir aussi. Non, mais moi il faut poursuivre jusqu'au bout la démonstration. Non, la démonstration, la démonstration, c'est qu'aujourd'hui il faut la question. Vous savez, je veux même placer sur un autre point. Il faut dépasser le côté de la technique. J'ai écrit un bouquin qui est Où le bonheur, qui est sur la question écologique. Macron nous a dit j'ai changé, l'écologie est importante. Le gouvernement Édouard Philippe est venu en disant voilà, écologie souriante. Où est l'écologie dans cette réforme des retraites ? Il n'y a pas la question écologique n'est pas posée. Or, je pense qu'elle devrait être centrale, y compris, c'est-à-dire sur quel est le projet de société qu'on propose pour demain. Est-ce que c'était travailler plus longtemps pour consommer plus et consommer plus longtemps ? Ou alors est-ce qu'on a un autre projet de société ? Comment on construit le bonheur demain ? Et ça, c'est une question qui n'est absolument pas posée. Et moi, je me situe dans la tradition du mouvement ouvrier, qui est une tradition de libération du travail, de libération progressive du travail. À la place de dire, parce que là, ce qui se passe aussi, c'est quand même un recul de l'âge de la retraite. On va vous faire un âge pivot à 64 ans, mais peut-être que ça sera 65. Donc, plutôt que de dire travailler plus et plus longtemps, maintenant, il faut revenir à ce qui a été le mouvement historique jusqu'aux années 80-90, qui était une diminution du temps de travail. Il faut poursuivre sur la dynamique du XXe siècle. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voudriez, vous ? Moi, je veux la retraite, possiblement la retraite à 60 ans après 40 années de cotisation. Ça suppose une chose, pour reparler technique, mais j'en suis navré, mais pour reparler technique, ça suppose que, par exemple, on puisse passer de 14% du PIB, puisque vous savez que le grand truc de Jean-Paul Delevoye, c'est de bloquer à 14% la part des retraites dans le PIB. Pourquoi 14% ? On ne sait pas, mais enfin, c'est bloqué à 14%. Même si demain, il y aura plus de retraités, on bloque à 14%. On pourrait bloquer la part des 500 familles françaises, les 500 plus grosses fortunes françaises, dans le PIB. On pourrait bloquer les dividendes dans le PIB, ça n'est pas évoqué. Mais il suffirait de relever ce seuil de 14 à 16% pour qu'on n'ait pas de difficulté à financer un départ de l'âge de la retraite possible à 60 ans, après 40 ans de cotisation. Les gens, ils travaillent déjà 40 ans dans leur existence. Vous savez, Keynes, au XXe siècle, il pensait qu'à la fin du XXe siècle, les gens travailleraient moins de 20 heures par semaine. Bon, d'accord, mais c'est vrai, en même temps, vous reconnaissez qu'on vit plus longtemps, François Ruffin. Alors, je vais le contester, je suis désolé. Je vais contester. Sur le dernier moment, j'ai les graphiques là. Sur les dernières années, par rapport au précédent rapport du Conseil d'orientation des retraites, ce qui se passe sur l'espérance de vie, c'est en dessous du scénario le plus
pessimiste, parce que moi je pense que l'allongement de l'espérance de vie c'est quelque chose d'optimiste, c'est du mieux. Et aujourd'hui, ça stagne. On n'a plus l'augmentation d'espérance de vie qu'on avait. Donc même ça n'est pas un argument. Et par ailleurs, il y a des projections. Non mais attendez, François Ruffin, il y a des projections qui disent aussi qu'on va aller jusqu'à 90 et 100 ans, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus aussi exceptionnel de voir des gens qui vivent jusqu'à 90 ans. C'est pas exceptionnel, d'accord. Maintenant, vous savez, là, on mélange deux choses. Et en fait, c'est tout le problème de Macron sur ça, c'est qu'il a mélangé deux choses. Dans son programme présidentiel, il a dit « Je vais vous faire quelque chose de juste, mais il n'y a pas de problème financier avec les retraites. » Il n'y a pas de problème pour le financer, c'est pas le souci, on vient pas là pour faire des économies, juste on veut quelque chose qui soit le même pour tous. Et derrière, en fait, on vient en même temps, on fait ça, dans la grande stratégie du en même temps, on vient vous proposer des réformes budgétaires, c'est-à-dire dire, bah voilà, il va falloir économiser des milliards, il va falloir travailler plus longtemps, il va falloir faire ceci, cela. Donc c'est-à-dire qu'on mélange à la fois l'idée de passer à la retraite par points, à laquelle je suis opposé, mais qui était, il faut le dire, le projet de départ d'Emmanuel Macron, et qu'il assumait comme tel dans la présidentielle. Mais il disait pas qu'en même temps, il ferait des économies. Et là, le truc, c'est de faire des économies, de profiter de ce grand chamboulement-là pour faire des économies sur les retraites des Français. Alors, à quelques heures donc de l'intervention d'Édouard Philippe, ce que vous dites, vous, c'est qu'il faut qu'il retire carrément son projet ou pas ? Moi, je suis pour le retrait de la retraite à points. Oui, il n'y a pas de doute. Oui, de la retraite à points. Et en revanche, est-ce qu'on peut s'attaquer d'une manière ou d'une autre à l'ensemble des régimes spéciaux ou pas ? Je suis pour qu'il y ait la fin d'un régime spécial en particulier, c'est le régime spécial du capital. C'est la première chose. Oui, non, mais d'accord. Mais je veux bien qu'on discute ensuite des différences entre les métallos et les cheminots, mais de manière centrale, si jamais on n'a pas discuté d'abord du régime spécial entre les actionnaires et les salariés, ça n'est pas égalitaire au niveau du pays. Donc la première chose à poser sur la table, c'est ça. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je suis tout à fait d'accord pour qu'on aille discuter des sous-statuts. Mais là, on veut pas un régime spécial BlackRock non plus. Oui. Alors BlackRock, il faut le dire, c'est les fonds de pension et les assurances. Parce que vous avez le sentiment que c'est ce que souhaite le gouvernement à terme. En tout cas, oui. Là, on voit une BlackRock à porte ouverte à l'Élysée. Il ne cesse de rencontrer Emmanuel Macron, le Premier ministre, le ministre de l'économie. Donc c'est un fonds de pension qui détient 6 000 milliards d'actifs, c'est-à-dire 2 fois le PIB de la France. C'est un truc énorme. Par exemple, qui est présent dans Whirlpool, BlackRock. Qui a porte ouverte à l'Élysée, qui va rencontrer Emmanuel Macron et qui va discuter au moment de la loi Pacte, la précédente loi qui est passée à l'Assemblée, de comment on pourrait faire pour faire rentrer un peu de capitalisation dans les régimes de retraite. Et là, on le voit à nouveau qui discute en vue du régime de retraite. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un régime qui est fait pour les Français. Qu'est-ce qui domine ? C'est l'intérêt général ou l'intérêt des multinationales ? La question, elle est posée. Jean-Paul Delevoye a été... il y a eu en fait un recours de l'association notamment Anticor qui a annoncé avoir saisi la haute autorité parce qu'il y a un manquement à une obligation de déclaration où il appartenait à une organisation en fait d'assurance. Il est encore l'homme de la situation pour mener ce dossier ou pas ? Alors, Jean-Paul Delevoye, il y a deux choses différentes. Il y a d'abord qu'il était lié à ce monde de l'assurance et qu'il ne l'a pas déclaré, alors qu'il devait le faire. Bon, mais il n'était pas rémunéré pour ça. En fait. Mais par contre, il est responsable à Think Tank à 64 000 € l'année, et là, il était rémunéré pour ça. Est-ce que c'est compatible avec le fait d'être présent comme ministre du gouvernement ? Mais ce qu'il faut voir, au-delà du cas Delevoye, c'est en fait la consanguinité entre le monde de la finance et nos dirigeants politiques. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus parler de lobby. Lobby, ça suppose une pression de l'extérieur. Or là, c'est comme si l'État était colonisé de l'intérieur. Comme si en permanence, chaque fois qu'on avait un ministre qui nous était proposé, on découvrait qu'il est lié au monde de la finance par bien des biais. Oui. Dites-moi, vous êtes né en 1975, c'est-à-dire que vous pourriez être concerné, vous, le premier, par l'application de la nouvelle réforme. C'est ça, il y aurait un report de l'application. C'est une bonne chose, ça, ou pas ? Malheureusement, vous savez, je suis pour ma retraite, comme bien des gens de ma génération. Je me dis, mais est-ce que je vais l'avoir ? C'est ça qui... vous vous posez cette question, vous aussi ? Oui, bien sûr. Donc, il faut la réformer. Mais attendez, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Je suis pour une réforme, et une réforme massive de la retraite. Pourquoi ? Simplement parce que vous regardez un rapport qui est sorti de la Cour des comptes, qui dit quoi ? Qui dit que dans les 10 dernières années, le RSA versé aux personnes de plus de 60 ans a augmenté de 157%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'ores et déjà,
aujourd'hui, les gens n'arrivent plus jusqu'à la retraite en travaillant. Il y en a la moitié qui ont abandonné en cours de route. Ceux qui sont au chômage, à partir de 50 ans, il y en a la moitié qui retrouvent plus de travail derrière. Et après, on arrive à 20%. Ceux qui perdent leur emploi à 60 ans, il y en a que 20% qui retrouvent un boulot derrière. Donc, reporter, au contraire, l'âge de la retraite de 63 à 64 ans et en faire un âge pivot qui recule en permanence de cette manière-là, c'est en fait passer de manière progressive d'une retraite méritée à une allocation de pauvreté. C'est ça qui se passe. Donc, si moi je suis pour une réforme massive de la retraite pour éviter la pauvreté chez les personnes âgées, la question est oui. Mais il ne faut pas que ça soit des contre-réformes. D'un mot, quand même, il y avait moins de monde hier dans la rue. Vous sentez qu'il y a une sorte d'essoufflement déjà? Non, c'est pas un essoufflement. Mais c'est vrai, je ne veux pas contester ça. D'abord, il y a un motif technique pour moi, c'est-à-dire que vu comment a été décidé la journée de mardi, les profs n'ont pas eu le temps de se mettre en grève parce qu'il fallait qu'ils se déclarent 48 heures à l'avance. Bon, ça c'est la première chose. Et après, la question plus sérieuse qu'il faut se poser, je la pose, c'est on peut pas laisser les cheminots et la RATP tout seul en tête de pont avec sans corps social qui soutient derrière. Et donc la question c'est est-ce que il y a d'autres secteurs qui se mettent en lutte et apportent leur appui. Et là, quel est votre sentiment? Mon sentiment c'est que ça part pas forcément. Donc voilà. Donc, demain il y a de nouveau une journée de manifestation, le 17 également. Là vous appelez à descendre dans la rue. Vous savez quand il y a la rue, j'y suis. Quand c'est dans les urnes, j'y suis. Je suis pour la rue et les urnes. Vous parliez du Front Populaire tout à l'heure. C'était l'un des trucs du Front Populaire, c'était qu'on avait la rue et les urnes. Donc je suis favorable aux deux. Question aussi de Cécile Ménibus, François Ruffin. Oui, certains CRS ont été menacés par courrier. Le syndicat des commissaires de police a pointé 5 personnes, dont 3 journalistes responsables de cette haine anti-flic. Dans le cadre de ce police bashing, vous êtes du côté des forces de l'ordre? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on vive dans un pays qui est apaisé. Pour qu'il y ait un pays qui est apaisé, il faut que ça soit apaisé des deux côtés. Chaque fois que dans l'hémicycle, il y a eu des hommages à des policiers, des militaires, des gendarmes ou des pompiers qui se sont retrouvés être blessés, nous sommes levés pour applaudir. Depuis 1 an, vous le savez, il y a un grand nombre de gilets jaunes qui se sont trouvés éborgnés. Qui se sont trouvés amputés d'une main, amputés d'un bras, de manière complètement injuste pour un certain nombre d'entre eux. Le dernier étant Manuel à Place d'Italie à Paris, qui faisait rien et qui se retrouve tiré dessus. À ce moment-là, il faut que le gouvernement, il ait simplement des mots de compassion, des mots d'humanité, pour dire nous appartenons au même peuple. Nous ne devons pas nous mener une guerre civile les uns contre les autres. Et à partir qu'on soit dans un truc de détente. Il n'y a pas eu, en 1 an, il n'y a pas eu un mot de compassion. On demande ça dans l'hémicycle. Bon, il n'y a pas eu un moment où on se lève pour Manuel, pour dire voilà, c'est pas juste, le gars, il a le droit de manifester. C'est pas comme le dit le préfet de police, vous n'êtes pas dans notre camp. Il n'y a pas des camps, il y a des Français. Il faut qu'ils soient ensemble. Donc moi, je suis pas du tout dans le police bashing, mais je suis pas du tout dans le gilet jaune bashing. Ce que je veux, c'est qu'on ait un peuple. Non, mais c'est juste là. Est-ce que vous soutenez justement ce combat anti-police ou pas? Je suis pas anti-police. Je veux dire, je vais pas me positionner comme étant anti-police. Maintenant, il faut que la justice passe. Il faut qu'elle. Je crois pas au contrôle des journalistes par les journalistes. Je crois pas à l'autorégulation de l'économie des entreprises par les entreprises. Et je ne crois pas non plus à l'autorégulation de la police par la police. Et là, ce qui se passe depuis 1 an sur le terrain quand il y a des gens qui se font éborgner ou qui se font amputer, il faut que derrière, on ait le sentiment qu'il y a une interrogation sur les armes qui sont utilisées, sur les méthodes employées par la police et ainsi de suite. Donc on peut avoir quand même des interrogations sur ce qui se passe sans que ça soit du police bashing ou de l'anti-police. Et oui, la police appartient à la démocratie. Et donc dans ce cadre-là, on doit pouvoir l'interroger démocratiquement. Oui, bon, et l'apaisement, Jean-Luc Mélenchon, il pourrait pas y participer alors peut-être, parce que dans ces déclarations, ce n'est pas toujours le cas, non ? Je veux dire, vous pouvez dire la même chose de moi, on est dans un combat politique, ainsi de suite. Vous voulez dire à l'égard de qui non, mais d'une façon générale, parce que quand on peut exhumer des vidéos où il appelle justement à se battre en fait sur le terrain. En tout cas, moi je suis pour la lutte sociale. Je veux dire, mais la lutte, elle peut se passer sans qu'il y ait violence. Je m'en référais au Front Populaire. À nouveau, c'était un mouvement de masse qui nous a permis de gagner les congés payés et les 40 heures. Et à l'époque, ça a été un débordement de joie. J'en appelle un débordement de joie.
Quand il avait dit, puisque vous avez exhumé une vidéo de François Fillon, celle de Jean-Luc Mélenchon, il avait dit pendant la présidentielle, s'il y a un casier judiciaire, on doit se retirer grosso modo de la vie politique. Hein. Je résume, mais c'était un peu ça. Là, il est condamné, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il est condamné pour des motifs politiques. Non, mais il est condamné quand même. Il est condamné pour des motifs politiques, il n'est pas condamné pour du détournement de fonds, il n'est pas condamné pour de l'abus. C'est parce qu'il y avait une enquête quand même. Hein, dans l'enquête est en cours et quand même, notez ça plutôt. Notez qu'il y a 17 perquisitions le même jour dans un parti politique, dans le principal parti d'opposition de gauche. Je pense que c'est un souci pour la démocratie. Notez que nous sommes maintenant plus d'1 an après ça, et qu'on n'a pas eu la moindre nouvelle de l'enquête initiale. Donc voilà. Bon, merci François Ruffin. On aurait pu rester encore plusieurs minutes, mais on est pris un peu par le temps. Député de la France Insoumise de la Somme, mais auteur aussi de ce livre.